Emma Levaille, mes essentiels avec Arnaud Agnel. bonjour Arnaud, ravie d'être Bonjour. avec vous aujourd'hui pour ce moment partagé autour de rétro dans vos émotions, de tout ce qu'on a vécu depuis, plus d'un an, collectivement, individuellement. Et avant de, revenir sur le présent, on va faire un petit bond en arrière et on est en mars 2020, le premier confinement est annoncé et comment vous réagissez? Alors le premier confinement, je l'ai pris, pas comme une blague, mais en fait, la le vendredi soir, où Édouard Philippe a annoncé qu'il fermait les restaurants et les bars, donc qui était avant le premier confinement, j'étais à Lille et je sortais ce soir-là avec des amis au restaurant, c'était prévu. J'étais en train de me préparer d'ailleurs pour, sortir. Et je regardais la télé et j'ai appris que les bars et les restaurants allaient être fermés le soir même. Donc il y avait une ambiance assez électrique dans ce restaurant où nous avons dîné. On a fait un décompte juste avant minuit comme la bonne année là, 5, 4, 3, 2, 1, 0, on ferme. Et ensuite la ville était complètement, déserte. C'était assez étonnant. Et quand je suis rentré, le dimanche soir sur Paris, moi je suis beaucoup, sur Twitter, je regarde un petit peu tout ce qui se passe et bon, ça planait cette histoire de confinement, de couvre-feu, on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé et quand ça a été annoncé, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, il va falloir être, très solide». Hem, parce que parce que c'était une situation inédite, que moi je suis quelqu'un de très indépendant, très un petit peu sauvage et j'adore ma liberté, le fait de pouvoir, aller où je veux, quand je veux, comme je veux, sans que je sois obligé d'en rendre compte à qui que ce soit et là, c'était absolument l'inverse qui se passait. Mais au début, je l'ai pris un petit peu comme une épreuve. Et là où ça a été le plus difficile, c'est quand tous les spectacles que j'avais qui étaient prévus ont été, annulés, parce qu'au début, ils étaient annulés sans report, en fait. C'était un peu une annulation sèche et ça a été très, très douloureux à vivre et je me suis dit: «Non, c'est pas possible» et puis ils n'arrêtaient pas à la télévision de parler de télétravail et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire le Facebook Live littéraire, c'est-à-dire de retrouver les gens, tous les jours à 11 heures sur Facebook pour lire des livres que j'avais dans ma bibliothèque et passer un petit moment, pendant, 30-40, 45 minutes, un petit moment ensemble collectif, où on entendrait autre chose que, coronavirus, mort, covid, service de réanimation et tout et essayer d'offrir une soupape un petit peu au public, tout simplement. Là, vous faites, référence à votre métier, d'acteur. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu avant, du coup, le confinement? Quelle est votre vie? Comment se développe et s'anime votre élan créatif? Quelle forme ça prend? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu? Ouais, moi je suis comédien, essentiellement au théâtre. En fait, j'ai fait une formation, dans une école nationale à Lille qui à l'époque s'appelait l'EPSAD, qui, depuis que Christophe Roque est arrivé, au Théâtre du Nord, a été rebaptisée École du Nord. Mais moi j'en suis sorti en 2012 de cette école et depuis cette époque, je travaille, beaucoup, beaucoup, beaucoup au théâtre. Je travaille principalement avec un jeune metteur en scène qui s'appelle Thomas Bisonneau, qui est implanté sur, Limoges et qui aujourd'hui développe, sa compagnie plutôt, dans le sud-ouest. Et en fait, mon élan créatif, il est très simple. J'essaie d'être, à l'écoute de ce qui se passe dans le monde et de proposer un regard différent sur les choses. J'essaie de faire du théâtre qui est fédérateur et qui donne un autre point de vue que ce qu'on peut avoir imaginé, un point de vue qui peut être des fois galvaudé et j'essaie vraiment de fédérer un petit peu tous les publics. J'essaie de m'adresser à tout le monde,
J'aime l'idée d'un théâtre populaire et d'une action populaire, en fait, une société, tout simplement. Avec Thomas, on joue beaucoup pour, les collégiens, les lycéens, mais j'aime aussi toucher tous les publics, en fait, le théâtre doit être multiple, comme la société est multiple et j'aime bien dire que je fais du théâtre d'aujourd'hui, avec des textes d'aujourd'hui pour des gens d'aujourd'hui. Donc principalement, je joue des textes, contemporains. Il y a que Horace qui finalement fait figure d'exception dans dans cet éventail-là, puisque Horace est un texte de Pierre Corneille, mais en même temps, même si c'est pas monté comme ça, mais il y a quelque chose de très actuel dans cette division des peuples, c'est marrant parce qu'on quand on était en création pour Horace, je me rappelle, on avait eu un week-end, off et c'est un week-end où je suis allé, à Madrid, qui est une ville que j'adore, dans laquelle je me ressource et en fait, c'était le week-end où il y avait, le grand référendum pour, l'indépendance de la Catalogne et je me disais finalement, les Catalans, les Espagnols, est-ce que c'est pas, Albérom, finalement, 2 peuples qui sont frères et qui se déchirent? Enfin, on est vraiment dans cette thématique donc malgré tout, il y a quelque chose d'actuel. Le conflit israélo-palestinien pourrait être aussi, en écho pur, à Horace donc voilà, moi j'essaie de faire des choses d'aujourd'hui parce que de toute façon j'ai conscience qu'on n'est pas éternel, j'aime cette idée et j'aime l'idée que dans 200 ans, plus personne ne saura qu'on a existé, et que c'est pas grave en fait. Donc vivons, l'instant présent et c'est ce que j'essaie à chaque fois de transmettre dans mon travail. Et si on rentre un peu plus dans ce que ça touche en vous, cet élan créatif, en quoi c'est essentiel pour vous de créer? Qu'est-ce que ça nourrit comme besoin? Hem, En fait, toujours dans cette idée que la vie est courte, c'est assez, terrible ce qui se passe, avec, cette période de Covid parce qu'on se rend compte que la vie c'est court et qu'on en meurt. Moi, c'est une conscience que j'ai depuis très longtemps. Et c'est pas du tout triste quand je dis ça, c'est au contraire, puisque le temps est court, soyons joyeux, vivons heureux, vivons dans le partage, dans la et faisons des choses qu'on aime et moi j'ai décidé de faire ce métier, tout simplement parce que en réfléchissant bien, je me suis dit: «Mais quel est» c'est quelque part un peu égoïste, mais quel autre métier me remplirait autant de bonheur que celui-ci? Dans lequel on partage, dans lequel on peut tout explorer aussi. Il y a un spectacle, on le commence en étant, en slip et en chaussettes et on se dit: «Tiens, on est payé pour ça quand même». Il y a pas beaucoup de métiers où on peut se dire: «Bah, tiens, moi, quand je vais travailler, j'arrive en slip et en chaussettes» et c'est tout à fait normal et justement le théâtre, le cinéma, l'art en général, sont des endroits, des espaces de liberté, de création et où on peut, laisser libre cours à son imagination, à son inspiration et après, il faut pas faire les choses, de manière totalement gratuite. Il faut que tout ça ait un sens, que ce soit réfléchi, bien évidemment, sinon ça c'est pauvre, mais moi je me suis dit: «Ben, tiens, c'est là-dedans, en fait, que je serai utile à la société. Pendant le temps qui me sera donné, d'être ici, bah, je veux le consacrer à ça, tout Ah, simplement». c'est important pour vous de vous sentir utile? Ah oui, 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 ça c'est, vous parlez d'essentiel, oui, c'est essentiel, mais je pense que c'est mais en je crois, très sincèrement qu'on est tous utiles, et il faut accepter cette idée-là aussi. Parce que beaucoup, se résignent dans le fait d'être inutiles et non, je crois que chacun a une utilité et que oui, un comédien est essentiel et utile à la société au même titre qu'un architecte, au même titre qu'un médecin, au même titre qu'un éboueur. On a été, là, on a applaudi. Moi, j'ai refusé d'applaudir aux fenêtres, à 20 heures pendant le premier confinement. Ce sentiment-là, cette espèce de mode où d'un coup on se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent pour nous. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de reconnaissance pour les infirmiers, pour le corps, médical, le corps soignant. J'ai des amis qui m'ont demandé de leur faire leur cérémonie laïque de mariage, qui sont infirmiers tous les 2. Donc j'ai quand même, une vraie conscience de ces métiers-là, mais est-ce qu'il était besoin de le manifester par des applaudissements, par cette espèce de mode? Je crois pas. Je pense que
Je pense que regarder l'autre tel qu'il est, c'est déjà faire un pas vers quelque chose qui fait société, qui fait humanité et respecter les autres avec leurs différences et accepter ces différences-là, les regarder. Donc oui, oui, pour moi être utile, c'est très important, mais après, est-ce que ce que je considère être utile, l'est aux yeux d'autres personnes? Peut-être que non, peut-être que certains et on le voit bien en ce moment, considèrent que nos métiers ne sont pas utiles et que qu'est-ce que c'est être utile? Moi, je dis, toujours, voilà, on est là pour 80 ans, 90 ans, 100 ans, puis dans 200 ans, on n'est plus là, mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps qui nous est imparti? Comment on a envie que la vie évolue? Est-ce qu'on a envie qu'elle, évolue vers le beau, vers l'élégance, vers s'élever ou est-ce qu'on a envie de bassesse, de médiocrité? Moi, j'ai fait mon choix et ça me fait penser à, un de mes films préférés qui s'appelle La Grande Bellezza, de Paolo Sorrentino, où en fait, c'est un homme qui est mondain et qui, le jour de ses 65 ans, se rend compte que tout ça est futile et que rien ne compte tant que le beau, que voilà, moi, ce sont des propos qui me touchent et c'est comme ça que j'ai envie de transmettre, en fait. C'est un acte, généreux. Après, on peut ne pas le prendre, on peut juger comme on veut, mais moi, c'est ma manière de me sentir vivant et je crois aussi de rendre vivant d'autres personnes parce que je le vois dans mon travail et dans les retours que j'ai. C'est chaque fois, les gens sortent avec le sourire, avec une émotion forte. J'ai un autre spectacle qui s'appelle «Je ne me sens bien au fond que dans des lieux où je ne suis pas à ma place», qui est même mon premier spectacle seul en scène. Quand vous avez des gens qui traversent la rue, qui vous prennent le bras, qui vous regardent avec les larmes dans les yeux en vous disant: «Mais merci parce que jamais je pensais vivre, une émotion forte comme ça au théâtre. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie que j'ai vécu et tout» et que vous voyez que c'est pas fin, que c'est pas juste pour vous dire merci. Enfin, il y a une vraie je me dis: «OK, on a fait le boulot quoi, on a fait le boulot» et ça, il y a rien de plus beau. Alors là, on est vraiment dans le cœur du sujet parce que d'un côté, vous êtes dans cet élan créatif, dans le fait de donner, d'être ouvert, sur le monde et de l'autre, on évoque cette période de confinement où tout d'un coup ça s'arrête et où, est-il possible de ne pas créer? Est-ce qu'on peut mettre cet élan-là de côté ou pas? Vous, vous décrivez le fait que vous aviez fait des Facebook Live. Cette idée, elle est venue comment? Elle est venue d'où? C'était vital de faire quelque chose? En fait, elle est venue, la première fois que j'ai fait un Facebook Live, c'était il y a en 2017. En fait, et c'est marrant parce que c'est ce qui est finalement à la base, presque du spectacle dont je viens de parler, je ne me sens bien au fond que dans des lieux où je ne suis pas à ma place, puisque c'est grâce à ce Facebook Live que j'ai lié une amitié forte avec, Yves Charnay, mais au-delà de cette amitié, que j'ai découvert son écriture vraiment, de manière plus large et que j'ai découvert un livre qui s'appelle «Lettres à Juan Bautista» que j'ai adapté avec le titre que je viens de citer. Et en fait, moi, mon idée au début, elle était toute simple, la toute première fois où j'ai fait le Facebook Live, c'était, de prendre le micro et de donner à entendre un texte qui est assez, secret, très peu connu. C'est pas, c'était édité, de mémoire au Bateau Ivre, qui est pas une grosse édition. On n'est pas chez Flammarion, Gallimard, Albin Michel, tout ça. Donc en termes d'édition, c'est pas énorme, en termes de tirage et il y a quelque chose un petit peu, pas clandestin, mais voilà et derrière, je trouvais qu'il y avait une écriture qui était magnifique et qu'il fallait faire entendre et je me suis dit: «Mais Facebook est ce lieu-là où en fait les gens peuvent venir écouter au même titre que quelqu'un qui joue de la musique dans la rue, se pose avec sa guitare, chante et puis le passant écoute, s'il a envie de rester, il reste et s'il a envie de partir, il s'en va» et moi, c'est pour ça que j'ai fait la première fois le Facebook Live littéraire et ça a super bien marché vraiment, je m'attendais pas à un tel écho et j'avais recommencé, 2 autres fois et puis là, quand il y a eu le confinement, puisqu'on était en télétravail, voilà, je me suis dit, «Recommence, recommence ça, fais quelque chose». C'est soit aussi en lien avec le public et toujours dans cette idée de décaler et de proposer quelque chose, de présent,
malgré tout, je me suis dit: «Il faut que tous les jours à 11 heures tu retrouves le public, que» et puis même moi en tant qu'acteur, ça me permettait malgré tout de travailler parce que parce qu'on a une machine, si on l'entretient pas, elle se rouille quoi. Le corps est important, la voix est importante et comment on lit un texte, comment on appréhende, chaque auteur a son écriture, a sa plume et comment on rentre dans une écriture finalement, on dit: «Oui, vous êtes un bon acteur», mais qu'est-ce que c'est un bon acteur si ce n'est quelqu'un qui transmet au mieux la plume telle qu'il la ressent? Moi, c'est ma vision des choses. Hem, c'est il n'y a pas de grand acteur sans grand texte. Hem, N'importe quel acteur, il y a des immenses comédiens évidemment, mais dès qu'on a un grand texte, c'est quand même beaucoup plus simple à partir du moment où on le trahit pas, mais ce travail-là, il faut le faire et moi, je me suis dit: «Voilà, tous les jours sur Facebook, les gens seront chez eux, donc que vont-ils faire?» Ils vont pas regarder, les chaînes d'infos en continu toute la journée. Au bout d'un moment, ils vont se suicider, donc pourquoi ne pas proposer, du Rainer Maria Rilke, de relire, Gargantua de Rabelais c'est un texte, on dit: «Ouais, Gargantua, on a lu ça au collège ou au lycée». Bon, bah, mais en fait, c'est génial. Il y a il y a une joie de vivre, quelque chose là-dedans qui est on se dit: «Dis donc, c'est écrit en 1532, je crois, donc c'est génial» et aujourd'hui, quelqu'un écrirait ça, on dirait: «Oh, c'est pas possible d'écrire ça». Pourquoi? Parce qu'il y a une liberté, une envie de vivre, voilà, de lire du Garcin, de lire, du Frédéric Hermel aussi, qui est pas un auteur, on va dire, au sens, comme Baudelaire ou des choses comme ça, mais qui voilà, il faut lire pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, encore une fois, mais cette place, faut la donner. C'est sûr que ah oui, j'avais lu un texte aussi, sur les femmes qui vivent dans la rue qui m'avait fracassé objectivement parce qu'on est quand même à fleur de peau. Déjà que de base, je suis quelqu'un de très sensible, mais encore plus à fleur de peau pendant le confinement et sur les femmes qui vivent dans la rue, c'est, cette force que ces femmes ont et sans faire du misérabilisme, mais je me souviens de la parole d'un candidat à l'élection présidentielle qui a été élu, qui disait qu'une fois qu'il serait élu, 1 an après, il y aurait plus personne dans la rue. Visiblement, on fréquente pas les mêmes rues à Paris et pourquoi on n'en parle pas de ça, en fait? C'est ça notre boulot. Et là, du coup, vous touchez à ce que moi je cherche à faire émerger dans votre parole, c'est, les émotions. Donc ce que vous disiez, un acteur, un comédien, c'est un transmetteur de ces émotions-là à travers son jeu, là, à travers des textes. Vos émotions à vous, personnelles, qui peuvent pas s'exprimer sur un plateau quand on vous dit, les dates qui sont prévues, sont annulées, qu'est-ce qu'elles deviennent? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'elles se recyclent? Est-ce qu'elles se mettent de côté? Comment on vit C'est, le fait de pas pouvoir, exercer son art? c'est très violent. C'est très, très violent, c'est très douloureux. Hem, Moi, là, pour ne rien vous cacher, au moment où on fait l'interview, je vais assez mal, en fait. Parce que je vais assez mal aussi parce qu'on fait l'interview, là, on est au mois de janvier 2021, il y a toute cette incohérence aussi sur la réouverture des salles de spectacle. Heu, le foutage de gueule, en fait, il y a un moment, faut arrêter quoi c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi et ce qui me fait mal aussi, c'est de voir que finalement, bah, la profession répond peu présente, en fait et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Certains, cautionnent, on les entend, hein, dire: «Oui, oui, vaccinez-nous et après on rouvrira». Non, mais en fait, bon, ça, c'est un discours que j'ai pas du tout envie d'entendre et puis, voilà, moi, j'essaie d'être assez actif pour la réouverture des salles. Je me suis positionné très fort et on voit que c'est très peu suivi des faits, en fait. Il y avait, malgré ce que les médias peuvent dire, trop peu de monde à Bastille, Ouais. quand il y a eu la grande manif pour, la culture. Puis ensuite devant le Conseil d'État, quand il y a eu le dépôt des référés liberté, on était 40, 10 journalistes plus 40 personnes. Je pense que Paris est une ville où il y a quand même un peu plus de 40 comédiens, metteurs en scène, musiciens, danseurs, chorégraphes.
Donc ça, c'est dur et la semaine dernière, non, c'était mardi, là, j'étais à Opéra et on était 100 quoi, pour la réouverture des salles et on se dit: «Mais» je vois les gens, hein, s'indigner sur Facebook, mettre des commentaires et tout, mais ils sont où en fait? C'est quoi leurs actions? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Mais rouvrez les théâtres! Désobéissez, en fait, vous attendez quoi? On est là à attendre poliment, gentiment, mais vous avez peur de quoi? De vous prendre une fermeture administrative? Les théâtres sont fermés. Certains d'entre vous vont vraiment mourir et donc comment on se sert de cette période? Et ben, j'ai appris avec les années parce que j'ai appris que la vie, c'était des oscillations entre ce qui est très positif et ce qui est très négatif. J'aime à dire, il faut être heureux quand ça va bien parce que dans quelque temps, ça ira plus bien et il faut être heureux quand ça va pas bien parce que ça ne peut que aller bien d'ici quelque temps. Mais en attendant, il faut prendre la douleur et des fois ne pas chercher à faire aussi, le lâcher prise, dire, «J'accepte». C'est pas de la passivité, c'est juste on peut pas faire autrement, en fait. On n'est pas des machines à produire et en plus, moi, je suis quelqu'un, si vous avez lu, mes prises de position par rapport à la lettre que j'ai faite à Roselyne Bachelot ou le papier que j'ai écrit, en intimant le public et les artistes d'agir après que Jean Castex a parlé. Ce sont des papiers qui sont toujours très longs, mais qui sont très souvent écrits, d'un seul jet, en fait. Je retouche très peu. Je retouche un peu évidemment parce que des fois il y a des formulations qui sont pas très heureuses, mais je retouche très peu, mais surtout il y a tout qui sort d'un coup, en fait. J'ai besoin d'avoir cette espèce de trop plein où d'un coup, parce qu'il y a la nécessité de dire et quand je vois pendant le confinement mais après c'est libre à chaque artiste. Il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer tous les jours pour pas dire grand chose. Moi, j'ai peut-être plus besoin de m'exprimer d'un seul coup, mais par contre d'avoir une vraie parole, mûrie quelque part, enfin qui est voilà, là ça fait quelque temps que je réagis plus trop parce qu'il y a plus la nécessité en fait. Parce qu'il y a plus personne dans la profession, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. Donc je vais pas mettre des posts sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram en disant: «Rouvrez», ça sert à rien là, il faut réfléchir à autre chose, donc voilà, on réfléchit à autre chose et puis là, la seule chose à laquelle je réfléchis, c'est prendre soin de moi, en fait, parce que c'est le meilleur moyen après de pouvoir prendre soin des gens qui en auront bien besoin. Mmh. Et par rapport à ça, justement, on a vécu des périodes successives, confinement, déconfinement, reconfinement. Vous décriviez pour la profession, tous les domaines culturels ont été vraiment, très impactés. Aujourd'hui, ils sont complètement en dormance. On a bien compris, les enjeux que ça pouvait avoir, d'un point de vue, on va dire économique, dans le bon sens du terme, de comment on continue, comment on avance, comment on vit de son travail. Hem, toujours sur ce plan des émotions, qu'est-ce que vous diriez? Quel a été le moment le plus difficile pour vous dans toutes ces étapes-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort, une situation particulière qui restera la plus marquante? Ce qui restera marquant, à titre personnel, c'est le constat que ça se délite. Qu'est-ce qui se délite? La société, d'une certaine manière déjà et je trouve qu'il y a une perversité énorme, en fait, dans la manière dont on est gouverné. Mais je dirais pas que, le gouvernement actuel, en France, hein. Je pense qu'il y a quelque chose de général, ce serait trop simple de jeter la pierre, ils ont une façon de gérer qui les regarde, que je trouve assez déplorable, mais, en fait, je vais vous dire, la dernière conférence de presse de Jean Castex, il y avait tous les ministres qui étaient là, dont Roselyne Bachelot, qui est venue pour rien dire. Mais malgré tout, en termes de symbole, c'était assez beau de voir tout le monde, en fait, puisque la situation je pense que la situation est très compliquée à gérer, mais il faut faire bloc. Il faut qu'il y ait une unité
Sauf que rien n'est fait dans la manière dont on est gouverné, dans la manière dont les informations sont données au compte-gouttes tous les jours. Enfin voilà, il y a quelque chose quand même qui est très suffocant. On a vraiment l'impression d'être, dans une marmite, dans une cocotte minute et ça va exploser et en fait, là où je dis que ça se délite, c'est que je vois moi dans la profession des gens accepter des choses qui sont, selon moi, inacceptables pour, exister à tout prix et ça passe par, le fait de dire qu'il faut se faire vacciner, on ne sait pas de quoi, mais il faut se faire vacciner. Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils ont dit à la télé: «Il faut se faire vacciner». D'accord, mais toi tu en penses quoi? «Je veux me faire vacciner». Mais tu sais ce qu'il y a? Non, mais je veux me faire vacciner et pourquoi? Je sais pas, en fait, parce qu'ils ont dit à la télé. Donc ça déjà, c'est hallucinant. Moi, quand je vois des acteurs, ou des danseurs, aller se produire dans des salles de classe parce qu'on interdit la sortie, des élèves dans les établissements qui sont des théâtres, des cinémas et qu'on leur dit: «Allez, et vous inquiétez pas, l'art viendra à vous, mais l'art ne vient pas à eux puisque pour jouer là-bas, dans 90 des cas, il faut jouer avec le masque» et que certains acceptent et te disent: «Bah, oui, mais en fait, c'est ça ou on joue pas». «Eh ouais, mais on joue pas mon gars, en fait, faut savoir quels sont tes quelle est pas ton éthique, mais ta vision des choses, en fait, ça» et qu'on voit que finalement, petit à petit, ça vous savez, c'est comme de l'eau qui s'infiltre, dans une, fissure, dans un mur et puis ça grignote doucement, 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 doucement et pour être originaire du sud de la France et avoir vécu, des inondations très violentes, au début des années 2000, quand quand ça s'infiltre trop, la digue elle pète et il y a tout qui est inondé et là notre société elle pète et je sais pas ce qui va trop en rester en fait. Ça me désole. Ça me désole, ça me fait mal. Parce que je crois qu'on va être, coupé en 2, vraiment, de manière très violente. Mmh. Et donc là, on comprend bien votre engagement, politique, dans le sens, on va dire noble De la chose publique, ouais. terme, voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait un moment, donc là, vous parlez de délitement, de quelque chose qui a concentré la difficulté, donc c'est une manière un peu insinueuse comme ça qui s'est étendue depuis, le début de la crise. Et est-ce qu'il y a un moment, apaisant, qui peut venir, surnager, au-dessus Dans de cette tout ça? crise, vous voulez dire? Ouais. Hem À titre personnel, les moments apaisants, c'est les moments de communion que j'ai eus avec le public, que ce soit avec les Facebook Live. S'il y a eu quelque chose qui m'a, moi, qui m'a terriblement marqué, c'est pendant le premier confinement, en fait, quand ils ont prolongé le confinement d'un mois de plus, j'ai plus pu. Le Facebook Live, c'était trop, je pouvais plus parce que ça demande, beaucoup d'abnégation et beaucoup d'énergie, d'envoyer de l'énergie, de la joie et qui sont sincères, hein, il faut pas dire, enfin moi, voilà, c'était un vrai plaisir, mais tous les jours quand même préparer ce rendez-vous, ça voulait dire lire les textes en amont, les préparer, prendre des notes et tout. Enfin, c'était un vrai travail, il y avait, un travail d'habillage aussi, de l'image, il y avait un travail de recherche de son. Enfin, moi, c'était un vrai boulot, quoi. Tous les jours, j'ai bossé, mais ça demande beaucoup d'énergie et d'abnégation et quand j'ai arrêté, je l'ai annoncé et là, j'ai reçu, je sais pas combien de messages, mais c'était une espèce de tsunami d'amour. Là, je me suis dit: «Waouh, je peux pas abandonner le public, c'est pas possible en fait, c'est pas» et je crois que finalement, le public m'a juste rendu ce que je lui ai envoyé, mais je m'en rendais pas compte. Il y avait cette espèce de générosité qui fait que, bah, d'un coup, le public, c'est comme au judo, il a pris l'énergie et d'un coup, il fait: «Non, tiens, récupère». Voilà. Et ça, c'était cette espèce de vague d'amour, c'était assez beau. Il y a eu la fois où j'ai joué en direct aussi, je crois que j'ai été l'un des premiers à faire ça, de faire un spectacle en direct, sur Facebook puisqu'on ne devait pas jouer et grâce à la directrice du théâtre, La Caravelle, Magali Godard, qui a vraiment enfin, voilà, qui a, qui a fait preuve d'une force incroyable de dire: ben voilà, on va aller, on va faire ça, on va jouer en direct, on va proposer ça au public, on va pas abandonner le public». Peu de gens l'auraient fait. Elle, elle l'a fait.
pour ça, elle peut être sûre d'avoir ma gratitude et ma reconnaissance, je vais pas dire éternelle, mais je suis quelqu'un qui oublie pas et ce genre de choses, j'oublierai pas et ce qui s'est passé, les messages que j'ai reçus, là, oui, il y a eu des moments de paix parce qu'on faisait société. En fait, les moments où il y a pas de paix, c'est quand on fait pas société, finalement. Moi, je suis quelqu'un, qui rêve d'une société, qui vit paisiblement, en fait. J'accepte, tous les points de vue dès lors qu'ils sont argumentés et dès lors qu'on peut en discuter. On peut ne pas être d'accord, on peut penser des choses, très opposées. C'est pas pour autant qu'il faut s'entretuer et quand il y a des moments, ouais, de communion, c'est agréable, ça fait du bien, quoi, ça fait du bien. Et cette énergie-là que vous recevez, qu'on vous rend, dans ce que vous décrivez, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'elle nourrit autre chose après? Est-ce que, elle vous Elle permet de tenir le est coup pour la suite? Ouais, ouais, elle est, vous savez, c'est la petite chose qui se pose sur votre épaule et quand vous allez pas bien, elle vous glisse à l'oreille, «On est là, on est là» et nous, on t'oublie pas et voilà, donc c'est très, très dur à gérer. De toute façon, un acteur, si j'avais un enfant, je lui dirais: «Surtout ne fais pas ce métier». En tout cas, si tu le fais, ne le fais pas comme je le fais. N'y mets pas autant tes tripes. Mais on a quelque part eu une mission, en fait, un devoir, puisque c'est suite à ce tsunami, d'amour que j'ai reçu que je me suis dit: «Non, je peux pas abandonner le public et je vais recontinuer le Facebook Live littéraire, je vais m'y remettre» et voilà, c'est-à-dire qu'on va bas et puis d'un coup, allez! Et on repart parce qu'il y a certaines personnes qui ont ce tempérament. Moi, je suis né comme ça, j'ai cette chance ou cette malchance, parce que des fois, c'est pas toujours, évident de gérer toutes ces émotions et d'autres ne l'ont pas et pour ces gens qui ne l'ont pas, il faut pas les abandonner, en fait. Faut leur donner beaucoup, 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 parce qu'il y a des gens, ça peut changer leur vie, heu et c'est pas du tout prétentieux quand je dis ça, c'est vrai. Je vous dis, quand il y a quelqu'un qui traverse une rue et qui vient vous voir, plus d'un an après, enfin près d'un an après, et que vous sentez que dans son cœur, au moment où il vient vous parler, il y a vraiment ça, quoi. On se dit, «Ouais, ça valait le coup, en fait». Ce sourire, sur les dents ou dans les yeux, ça vaut tout. Ça vaut tout et ça valait le coup. Après, il en restera ce qu'il en restera, mais ça donne envie, ouais. C'est votre cas? La décision d'avoir, voulu être, acteur, ça a été lié comme ça à un coup d'émotion que vous avez vécu tout Oui. seul? Ouais, 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 c'est en fait, j'étais, je vais pas dire prédestiné parce que là, ça fait vraiment, après c'est pas mal en termes de storytelling, mais mais non, en fait, moi, j'ai joué, tout petit, j'avais 9 ans dans un théâtre et le directeur, du théâtre à l'époque m'a vu jouer. En parlant avec mes parents, a dit tout le bien qu'il pensait de moi sans savoir que j'étais leur fils. Donc ça, c'est voilà, j'avais 9 ans. Donc il y avait cette espèce de chose comme ça qui disait, «Fais quelque chose Arnaud». Puis à 15 ans, je suis allé voir une pièce de théâtre. Mon père m'a dit: «Bah, tu vois, si tu avais fait du théâtre, le petit qui est en train de saluer, peut-être que ça aurait été toi». Bon, c'est une réaction d'orgueil qui a dit: «Bah, ouais, bah, moi aussi, je vais faire du théâtre» et puis après, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la liberté que j'ai découverte dans ce métier-là et puis surtout le fait de pouvoir dire des mots, absolument sublimes, heu, ça ça a été quelque chose où je me suis dit: «Waouh!» C'est vrai que d'un côté, je pense, mais c'est comme tout le monde quand on commence, n'importe quel métier artistique, puisque j'avais fait de la musique, avant. Quand j'étais tout petit, j'avais fait du corps d'harmonie, mais je pense que quand on commence un métier artistique, au début, c'est parce qu'il y a une envie d'être admiré, d'être aimé, je pense qu'il y a quelque chose qui doit travailler là-dedans. Il faudrait que je creuse, mais pas forcément envie, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça, de dire: «Ah, vous avez vu, moi, je sais faire ça». L'enfant qui a envie d'avoir la reconnaissance, des parents peut-être mais après on en fait autre chose et ça va bien au-delà. Moi, évidemment, hein, puis j'aime ça en plus. J'aime les salles où il y a énormément de monde, mais pas pour moi en fait, j'en tire aucune vanité, c'est juste de vivre quelque chose, fort de la société et je préfère
toucher, 300, 400, 500, 1000 personnes que 30, même si j'ai rien contre les petites salles, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais de dire, ouais, vous voyez le spectacle là dont je parlais, «Je ne me sens bien au fond que dans des lieux où je ne suis pas à ma place», ça raconte en partie la vie d'un homme qui est torero. C'est très compliqué en 2021 de dire: «Je vais faire un spectacle, sur la vie en partie d'un torero, d'un auteur qui est inconnu, qui s'appelle Yves Charnay et je serai seul en scène avec une chaise et ça va durer 1h40». C'est vraiment, les gens se disent: «Mais faut être fou furieux pour faire une chose pareille». Et moi, je crois à ça, je crois à la surprise et comme je dis à tout le monde, je dis: «Mais c'est pas un spectacle sur la tauromachie, c'est pas un spectacle sur la corrida. On peut être anti corrida et venir découvrir et aimer ce spectacle» et c'est le cas et ça m'intéresse et moi, j'essaie de me nourrir à chaque fois de qu'est-ce qui va être, les artistes, il faut qu'il y ait un petit angle toujours de décalage, en fait. Et ben, on nous montre ça, comment on peut le voir comme ça? Et là, aujourd'hui, j'avoue que c'est compliqué parce qu'on n'a pas de temps pour respirer, on n'a pas de temps pour se ressourcer toute la journée. Le coronavirus, les morts, le variant anglais, le variant sud-africain, le variant de ceci, le variant de cela. Il y a un moment, on a envie de dire: «Mais stop, qu'est-ce qu'il en reste? Pourquoi on fait ça?» Et pourquoi, surtout, il y a autant d'adhésion? Pourquoi? C'est ça qui est inquiétant. Pourquoi il y a, D'adhésion d'adhésion à quoi exactement? à cette propagande médiatique? Parce qu'il y a très peu de réflexion, parce que décaler le regard, est un effort et est exigeant. Et aujourd'hui, finalement et c'est là où est le danger quand on supprime, l'accès au théâtre, l'accès au cinéma, l'accès au musée, c'est que finalement, on n'est que dans une, doctrine, il y a qu'un seul discours. Mais évidemment que c'est très dangereux. Le théâtre est un virus beaucoup plus dangereux que le coronavirus, puisque c'est un virus où on pense. La pensée est quelque chose de dangereux, parce que ça veut dire qu'on remet en question. Quand on entend le président de la République dire, que la France est un pays de 66 millions, de procureurs, ça en dit long quand même sur sa notion de bah, sur la nation. Qu'est-ce qu'il pense de nous? Mmh. Ouais, 66 millions de procureurs, mais en même temps, ça veut peut-être dire aussi que tu as une société qui pense, de gens qui critiquent, qui ne sont pas tout à fait d'accord. Mais à ce moment-là, si ça te gonfle mon gars, mais va jusqu'au bout. Fais une dictature. Je pense pas que ce soit ça qu'il ait voulu dire, parce que je pense qu'il y a encore de la maladresse. Disons que je tiens ce propos pour pas qu'on m'accuse de complotisme ou quoi que ce soit, mais qu'à un moment, faut arrêter les conneries, en fait. Ne pas être d'accord, ça veut pas dire que et puis la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que c'est? C'est c'est quelque chose c'est une chose sur laquelle on s'accorde, en fait, pendant un temps donné, mais faut pas oublier que Galilée, il a été condamné parce qu'il a affirmé que la Terre n'était pas plate Mmh. et qu'à l'époque, la Terre, tout le monde disait: «Bah si, elle est plate». Ouais, mais la Terre, non, elle est ronde. Bah non, non, elle est plate. Bah, c'est un peu pareil, quoi. Aujourd'hui, il est où le décalage? Si on peut pas avoir de décalage, c'est donc vous voyez, c'est pour ça que toute cette énergie, des fois, quand ça va pas, elle permet de dire: «Allez, heu, il y a quand même quelque chose, en fait». Le feu brûle encore dans l'âtre de l'âme. Et dans votre cœur, chargé d'émotions, est-ce que, vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose sur vous, depuis le début de cette, c'est quoi? Cette énergie que je soupçonnais pas. Ça, c'est je pense que ce que je disais toujours, j'en parlais avec mes parents, j'ai appris, que Agnelle c'était solide et je pensais pas à ce point et je sais pas ce que sera ma vie, mais je pense que je peux avoir confiance. Les événements extérieurs seront ce qu'ils seront, ça on les maîtrise pas, mais je pense que je peux avoir confiance dans ma détermination en tout cas et dans le fait de rien lâcher parce qu'on en prend des coups dans la tête et que malgré ça, on est toujours debout. Moi, c'est ça que ça m'aura appris, que
Je suis toujours debout. Ça me je pensais pas à ce point, mais après, je suis petit-fils de quelqu'un qui a été un grand résistant, et je pense que quelque part ça laisse, des gènes et pour avoir ce tempérament, cette force de caractère, il faut se confronter à des épreuves très douloureuses. Celle qu'on vit en est une. C'est pas la plus douloureuse qui soit, hein, je me retrouve pas dans un pays en guerre où on a tué, ma femme, violé ma fille et égorgé ma mère devant moi. Hem, mais c'est dur psychologiquement et malgré ça, je suis toujours là. Et quand vous dites que c'est dur psychologiquement, c'est le fait d'être empêché, entravé dans son élan. Vous parliez du fait de pas pouvoir bouger. Qu'est-ce qui serait le plus, on va dire, symboliquement fort pour vous dans cet empêchement? Qu'est-ce qui vous manque le plus, depuis? Alors, déjà le fait de pas pouvoir bouger. Moi je suis quelqu'un de très, très tactile, très bisou et tout, donc ne pas serrer, dans mes bras ou alors en plus c'est ça, c'est-à-dire que c'est terrible parce que maintenant il y a une espèce de défiance en fait dans l'acte même de quand on le voit, hein, quand, enfin je veux dire c'est terrible, mais on voit à la télé un film par exemple où les gens se serrent la main, et puis et je regardais la dernière fois la rediff du Goût des autres, il y a une scène où Jean-Pierre Bacry, serre une main à quelqu'un, puis enchaîne, serre une main à quelqu'un d'autre et ne se met pas de gel hydroalcoolique entre les 2. Et donc non mais c'est quand même terrible de se dire: «Ouais, mais si la personne a du virus sur les mains, elle lui a transmis le virus et il a» enfin, vous voyez où jusqu'où ça va? Et ça, l'insouciance, ça me manque. Est-ce qu'on va mourir? Oui. D'accord? Donc ça, c'est bon, c'est fait, on va tous mourir. Mais à un moment, on va mourir, de la pollution, on va mourir du cancer du fumeur, on va mourir de il y a plein de choses, en fait, qui font qu'on peut mourir. Le virus en est une parmi d'autres. Heu, mais comme j'avais posé une fois, comme question sur Facebook, «La peur de mourir doit-elle empêcher de vivre?» Je crois pas, en fait. On n'a qu'une vie, elle est courte, donc vivons-la. Elle sera peut-être encore plus courte parce qu'on l'aura trop vécue, mais vivons-la, vivons-la. Et ça, moi, ça me manque de pas pouvoir, voilà, partager, vivre, de voilà, de te dire: «Voilà, on est confiné, on peut faire qu'un kilomètre autour de chez soi», de mais non, pourquoi? Pourquoi on peut pas faire 25 kilomètres et aller à la mer? Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi on a besoin d'opprimer, opprimer, opprimer, enfermer les gens comme ça? C'est pas p Voilà et moi, ça qui suis épris de liberté, qui vous savez, c'est mais ça va même plus loin puisque le jour où je serai mort, je veux être incinéré pour que mes cendres soient dispersées en Camargue et que je continue à être dans l'air en plus. Vous voyez? Donc ça va même au-delà, et d'être enfermé et d'être assigné à résidence, non mais c'est pas possible quoi. Ça me manque et je pense que ça manque à beaucoup de gens. Mmh. Beaucoup de gens, cette insouciance, «Ah, on va aller dans un concert, on va être tous ensemble». OK, on va avoir des gens qui sont à côté de nous, qui transpirent, certains qui puent, mais c'est la vie. C'est la vie, en fait. Et ce que vous dites qui est assez troublant et que je vis moi aussi, c'est qu'on relie à l'aune des gestes qu'on a pris l'habitude d'avoir aujourd'hui, des situations qui se sont passées bien avant cette crise, en se disant: «Mais on faisait ça avant» et on est vraiment dans cette Ouais, scission-là de l'avant et de l'après. Là, vous parlez de ce qui vous, manque le plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque pas du tout, qui a disparu et c'est tant mieux? non. Non, parce que, je suis très nostalgique, hein. Moi, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Beaucoup. Parce que j'ai fait le choix de venir vivre à Paris, pour Paris, c'est-à-dire les théâtres, les cinémas, les musées, les bars, les restaurants, les amis. Heu, Paris sans Paris n'a pas grand intérêt, objectivement. Heu
Non. C'est pour ça que quand je peux, je retourne, dans mon sud natal pour aller en Camargue, pour être, voilà, dans la campagne, au milieu des bêtes, tranquille parce que là, au milieu des flamants roses, des taureaux et des chevaux, il y a pas grand monde qui vient nous faire chier, quoi. Et là, on est dans la nature pure, en fait. La nature est sauvage, la nature est violente, la nature est faite de maladies, de c'est la nature, c'est la nature. Mmh. Pourquoi être, contre la nature? Je dis pas qu'il faut pas se soigner, qu'il faut pas mais, c'est la nature, elle est bien faite. Ça fait des millions d'années qu'elle est là. Elle continuera après nous. Pourquoi on essaie de lutter? Là, ils sont en train de se dire: «Ah oui, finalement, le vaccin qu'on a fait, les variants, ils on n'est pas sûr que ça marche». Les gars, arrêtez quoi. À moins qu'il y ait des enjeux financiers. Mais bon. Ce que je sens, ce que je comprends, c'est qu'il y a voilà, une vraie, incompréhension de la manière dont les choses ont été menées, depuis le début. Après, c'est vrai qu'on navigue à vue et que là, on est à une période où on ne sait pas de quoi demain va être fait. On se parle aujourd'hui, on ne sait pas où on en sera dans un an. Donc on va l'imaginer et puis on verra dans un an, où on en sera vraiment. Et si Chiche. vous réussissez à On se donne rendez-vous dans un an et on refait une interview dans un an. ouais, tout à fait. Mais avant de conclure, je voulais, voilà, vous proposer de vous faire un petit cadeau, un peu symbolique, de vous donner une baguette magique aujourd'hui, qui a, le pouvoir d'un seul vœu aujourd'hui et de me dire lequel ce serait. Ouah, c'est compliqué. Hem, Ce serait très général, mais dire retrouver la vie d'avant, quoi. Mais je pense que c'est la volonté de beaucoup et de toute façon, je crois que c'est pas possible. Ça le sera pas. Donc on aura une vie qui sera différente, malheureusement. Mais, moi ce que j'aimerais qu'on retrouve, c'est de l'insouciance, de l'insouciance. Parce que moi, objectivement, vivre comme ça va pas pouvoir durer très longtemps, en fait. Ça veut pas dire que je me foutre en l'air, hein, c'est pas ça, mais, c'est pas possible. C'est pas viable. C'est pas viable parce que c'est une punition terrible. On n'a rien fait pour mériter ça. On trinque, c'est nous qui trinquons. On l'a pas demandé, en fait. Donc, si on pouvait retrouver, ouais, l'insouciance, la joie, le sourire, le partage, la simplicité, quoi. Ça, ce serait bien. Ça rejoint le fait de qu'est-ce qu'on a gagné, et qu'est-ce qu'on a perdu? Là, vous parlez d'insouciance, est-ce que vous avez gagné malgré tout quelque chose, qui va pouvoir nous aider à vivre la suite? Hem, ouais, mais c'est pas quelque chose de très positif, en fait, le fait de dire, ce que je vous disais tout à l'heure sur la niaque, sur tout ça, ça je l'ai le fait d'affirmer des opinions très, très forts, de me positionner, d'être clivant quelque part, hein, parce que je sais que les discours que je tiens peuvent être clivants, mais après, l'avantage d'être clivant, c'est qu'au moins ça permet de faire le tri entre ceux qui vous suivent et ceux qui vous lâchent. Ça, c'est pas mal. Hem, mais, si la seule chose que j'ai gagnée pendant cette crise, c'est le fait d'avoir de la hargne, je suis pas sûr que ça valait vraiment le coup, hein. Je trouve pas que ce soit un sentiment très très noble, quoi. D'être, une tête de con,
pas non plus, après je suis tête de con dans mes convictions, hein, évidemment, je suis pas devenu, un sombre connard. Je crois pas, j'espère pas. C'est comme ça que vous vous percevez par rapport au fait d'avoir des discours, clivants comme vous le disiez tout à l'heure? Non, mais c'est ce que je vous disais, c'est sur la force, le tempérament, le fait de rien lâcher, mais c'est pas, vous voyez mes lettres, ma lettre à Roselyne Bachelot et celle, que j'ai écrite, pour le public et pour les artistes ont été très massivement relayées, très, très massivement. Je crois Roselyne Bachelot, on a eu près de 900 partages et l'autre, plus de 1000. Ce qui est énorme pour un mec que personne ne connaît, heu et ce qui n'est pas normal, en fait. C'est pas normal et en même temps, ça montre aussi qu'il y a une prise de position de la part de quelqu'un d'une nouvelle génération. Je pense que les générations évoluent et je pense que, ouais, on prend notre destin en main. Mais si prendre son destin en main, ça veut dire, retrousser les manches et aller mettre des coups, moi, c'est pas de ça dont j'ai envie, quoi. C'est pas de ça. Mais, quand j'étais ado, j'écoutais un groupe qui s'appelait la Funky Family et dans un des titres qu'ils chantaient, ils disaient: On ne t'écoute que quand tu casses, tu cries ou tu pointes une arme». C'est terrible comme constat et en même temps est-ce qu'on n'en est pas à ça aujourd'hui? Est-ce que les gens qui sont écoutés ne sont pas ceux qui cassent, qui crient ou qui pointent une arme? C'est terrible quand même. Mmh. Pourquoi on en est arrivé à ça? On a accepté quoi pour arriver à ça? Et on a refusé quoi? Pas grand-chose. Si les gens refusaient, si les gens se positionnaient, mais vous croyez que moi j'aurais écrit une lettre en disant, «Rouvrez les théâtres». Si les théâtres avaient rouvert, si les artistes s'étaient manifestés quand on leur disait: «Vous allez jouer dans des écoles et vous mettez le masque» et ils avaient dit: «Vous allez vous faire foutre, c'est pas comme ça qu'on fait notre métier», je m'insurgerais pas, je trouverais ça normal, logique. Donc je suis pas sûr que ce soit très noble. Mais, c'est à la fois, une manière de porter un regard sur ce que vous avez vécu et pour conclure, je vous avais proposé de réfléchir à une image, un visuel, qui Mmh. soit, on va dire, le plus marquant pour vous de cette période qu'on traverse. Est-ce que vous pouvez me la décrire? Ouais, c'est une photo que j'ai diffusée, sur mes réseaux sociaux, qui est la photo que j'ai diffusée pour dire adieu 2020 et qui pour moi est la plus symbolique en fait de cette année. C'est une photo où en fait je suis en bord de plage, heu, nu, le corps huilé, non, pas du tout. Je suis en bord de plage et c'est le coucher de soleil, et en fait, j'ai mis le masque, sur mes yeux et le masque chirurgical et je l'ai mis sur mes yeux. En fait, je fais comme ça en tirant la langue et en souriant et je trouve que symboliquement, elle résume tout, en fait. Elle résume cette année où, comme j'ai dit, les masques nous auront aveuglés et où malgré tout, j'aurais tenté de sourire et de continuer à avancer. Je trouve qu'elle résume beaucoup de choses de ma vie version 2020, quoi. Merci beaucoup Arnaud. Ça y est, c'est bon, c'est Ouais, fini d'enregistrer? non, Non, toujours pas? je faisais une petite conclusion pour vous remercier D'accord. de votre OK. partage et vous envoyer, Bah, puisqu'on ne peut écoutez, pas se faire de vrais bisous. je vous on se fait un check, comme ça. Non, je vous remercie. Merci à vous pour, cette initiative, pour votre intérêt et puis votre soutien aussi. Ça fait chaud au cœur. Bah, c'est ma manière on va dire, endiguer, l'impossibilité de faire, autre chose, et autre chose dans mon domaine de création. Donc voilà, ça me permet de me sentir à ma place aussi, ce qui est pas toujours évident dans cette période-là. Mais vous Donc voyez là on a vécu un moment, de vie, je trouve, agréable. Ça fait du bien, ça fait du bien. Merci.